Allez. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter l'atelier Comment agir sur l'ancrage local territorial. Quentin et Nicolas nous présenteront en fait ce qu'est la version sensible de l'ancrage territorial et local. Et nous aurons pour témoignage Charlie Pinault de Optique 2000 qui viendra nous apporter en fait son témoignage par rapport à la collaboration qu'il a eue avec le collectif Tama. Nicolas, Quentin, je vous laisse la parole. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va échanger avec vous sur comment agir sur l'ancrage local. Et on va revenir, Nico, si tu veux. Dans un premier temps, on va faire une petite introduction. On va se présenter. On va présenter une partie des travaux qu'on a réalisés avec l'Optique 2000 il y a de ça 1 an et demi. Et puis, on reviendra sur quelques sujets d'actualité et on espère avoir un échange avec vous, au moins pendant les 20 dernières minutes de cet échange. Alors, on a remis ici quelques actualités qui ont eu un impact plus ou moins fort sur la notion d'ancrage local et sur son développement. On peut citer le Covid, malheureusement la guerre actuelle en Ukraine qui ont eu des effets sur certains aspects, notamment de logistique de certaines entreprises. Et on peut citer également le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a peu, qui a été un petit peu passé sous les radars de l'actualité, mais qui existe néanmoins. Donc, à gauche, c'est un petit peu plus les risques et à droite, un petit peu plus les opportunités. On sait que dans le débat public et particulièrement en cette période électorale, il y a pas mal de sujets justement de relocalisation, voire même de réindustrialisation. La question du Made in France, qui bat un petit peu son plein avec notamment le salon qui est organisé, qui semble avoir un grand succès. Et pas mal d'entreprises qui se posent des questions sur leur raison d'être. Et toutes ces choses-là que vous connaissez déjà pas mal. Alors, donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'ancrage. On aime bien également parler de reliance. Et en tout cas, la définition de l'ancrage, une définition qui est assez établie, c'est celle de l'implication de l'entreprise dans le développement économique, environnemental et sociétal du territoire. Et donc, on voit bien que autour d'une entreprise ou d'un magasin qui pourrait être le point bleu à droite de la slide, au milieu de cette spirale, et justement, ce travail sur l'ancrage, ce serait justement cette spirale qui se déroule en fait à partir d'un magasin ou d'une entreprise, d'une organisation, disons, et qui se tisse en 2 brins, un brin social et un brin environnemental, puisque le brin économique est un petit peu intrinsèque à l'organisation de notre société. Et on vous propose de faire cette distinction entre l'ancrage local, qui serait plus une vision, on va dire, géographique proche de l'organisation, et un ancrage, celui-là territorial, qui serait plus attaché à des éléments un peu plus indirects de l'activité de l'entreprise, qui peuvent être notamment à l'autre bout du monde, et qui peuvent être assez variables, assez plastiques, à la fois dans leur existence, mais aussi dans la conscience que les entreprises peuvent en avoir. Et pour finir cette introduction, on voulait vous parler du sujet des tiers-lieux, qui est un sujet fort d'actualité, comme vous le savez certainement. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et sur lequel on travaille pas mal actuellement. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est un petit peu la rencontre, en tout cas une rencontre possible des entreprises et des territoires, avec cette convergence d'activités, cette convergence d'acteurs, notamment de typologie d'acteurs, qu'ils soient publics et privés,
cette chose un peu d'hybridation, on dit par le bas, qui est quelque chose qui nous parle beaucoup aussi, nous, dans notre fonctionnement et dans la manière dont on aime travailler avec nos clients. Et l'ancrage local, voilà, parce que les tiers-lieux, c'est vraiment ça. Là, sur la slide, on a une représentation d'un travail qu'on mène actuellement sur la cartographie de l'impact territorial d'un tiers-lieu qui est situé à Paris, dans le 18e arrondissement, en limite de Saint-Ouen. On était d'ailleurs hier avec Nicolas pour notre atelier, où on a donc cette cartographie de l'impact territorial enfin en tout cas une partie de la cartographie, parce qu'elle est assez complexe celle-ci, et de chercher à mesurer en fait les effets, les impacts d'une organisation, donc ici un tiers-lieu porté par un acteur privé pour le coup, et qui rayonne vraiment fortement sur son territoire. Et voilà, et la question de la mesure de l'impact d'une manière générale, c'est vraiment une question dont beaucoup d'entreprises se posent la question, mais aussi spécifiquement les tiers-lieux en ce moment. Top, je reprends la main si tout le monde m'entend bien. Et donc, du coup, là, on voulait se présenter quand même parce que tout le monde ne nous connaît pas, sauf bien sûr Charlie. Alors, nous, donc, le collectif Tama, on est une agence de design relationnel, donc formée principalement de Quentin et moi. Donc, pour Quentin, alors Quentin est designer et urbaniste. Il a été architecte d'intérieur, notamment dans le domaine du retail. Et puis après, a développé une expertise en cartographie sensible du territoire. La notion de sensible, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup dans notre travail et vous allez pouvoir en faire l'expérience. Cartographie sensible du territoire, voilà, c'est comment on se représente le territoire, quelle expérience on fait du territoire. Et puis pour ma part, biologiste et designer, biologiste notamment avec une spécialité en sciences du comportement. Et bien sûr, une spécialité en environnement et écologie. Et designer, notamment avec une expérience en management de l'innovation, notamment par des méthodologies de design et également une expertise, une théorie en cours de développement sur la question du symbiodesign, la symbiose et le design, comment on re-questionne nos manières de concevoir et d'innover au regard des enjeux contemporains. Et puis on est tous les deux enseignants également à titre personnel et collectif dans différentes formations. Alors pourquoi on existe et pourquoi on s'est rassemblés notamment c'est résumé en cette phrase-là: permettre à nos partenaires notamment de conscientiser leur empreinte sociétale. Et ça, c'est pour éclairer à la fois leurs décisions dans une optique de créer des relations qui soient bénéfiques et prendre soin de leur territoire. Comme on l'a vu, le territoire, c'est à échelle variable, mais en tout cas, des lieux d'implantation avec quoi on est en relation. Et pour ce faire, on développe une approche qui est sensible, mais aussi systémique. Et tout ça, ça part d'un travail qui est celui de travail de terrain. En fait, on va en immersion sur le terrain, on rencontre les gens. Et pour rendre compte en fait, de ce travail de terrain, on conçoit des outils graphiques pour pouvoir mieux comprendre, notamment de manière systémique, ce qui se passe sur le terrain, les enjeux du terrain et comment en fait, ces enjeux-là communiquent avec des enjeux plus globaux. Et donc ces outils graphiques et cette enquête de terrain, en fait, on l'adresse sur deux plans. Un côté métabolisme et ancrage local des organisations, et d'un autre côté, plutôt psychologie, on va dire, sur les perceptions, les représentations et également les imaginaires des gens qu'on rencontre. Donc ça, on va illustrer notamment avec le travail qu'on a fait avec Optique 2000 et Charlie sur ces deux points. Et une des dernières slides pour se présenter, pour que vous ayez un peu un overview assez clair de ce qu'on fait. On a trois grands... Notre tabouret tient sur trois pieds, on va dire. Un premier, c'est le conseil aux entreprises auprès de services d'innovation et d'RSE. On travaille autant pour du privé, mais aussi pour du public. Un pôle éducation avec une intervention dans un master à Lyon, à la pointe des sujets de développement durable, de transition écologique et notamment de redirection écologique. Donc le MSC Stratégie Design pour l'Anthropocène.
Et aussi un pilier qui nous tient à cœur et qui pour nous est essentiel, c'est d'être toujours aussi au fait de ce qui se fait en termes d'innovation sociétale et d'être aussi acteur là-dedans, de développer nous-mêmes des projets pilotes, des projets de recherche-action, en tout cas d'explorer en fait cette dimension de l'innovation sociétale sous différents aspects, bien sûr. Et une dernière chose qu'on voulait contenter de partager avec vous, notamment sur notre manière de travailler, et Charlie pourra bien sûr en témoigner encore une fois, c'est que ce qui est assez central dans notre manière de faire, c'est le principe de co-construction, ce à différentes échelles, autant auprès de la commande du brief que de l'équipe, des équipes RSE Innovation avec lesquelles on va travailler, et aussi l'ensemble des parties prenantes. Et comme ça, je vais pouvoir illustrer ça on va pouvoir illustrer ça assez clairement avec le travail qu'on a fait avec Optique, et notamment sur cette prestation qu'on a réalisée pour eux, qui était une prestation de diagnostic relationnel des opticiens et des opticiennes. Et à partir de ça, comment on pouvait finalement s'ancrer sur le terrain pour construire avec ces différentes parties prenantes, autant siège que réseau, une stratégie RSE qui soit située dans des enjeux réels, sur des territoires et dans une ambition clairement structurée. Charlie, je te laisse la parole là-dessus. Marche. Vous m'entendez bien? Yes. Ok, super. Donc bonjour à tous. Donc en effet, nous de notre côté, ce besoin en fait d'aller, on va dire, étudier comment les territoires de nos magasins, vraiment sur l'aspect RSE, il a vraiment été, on va dire, augmenté par le début de la crise Covid. Je dis le début parce que c'était vraiment en mai 2020, où en fait on sortait du premier confinement. Et avec en fait mon ancienne équipe à l'époque, on s'est justement posé la question, on a fait un petit état des lieux de tout ce qu'on avait jusque-là. Donc on avait une démarche RSE qui était certes mature d'un point de vue siège, avec beaucoup d'audits qui ont été réalisés par notamment avec l'AFNOR, avec le collectif, avec d'autres choses plus thématiques, etc. Mais on manquait en fait de connaissances terrain et d'aspects qualitatifs, parce que pareil, on avait l'habitude de mener des études, des enquêtes auprès des opticiens pour avoir leur avis, mais on gardait une certaine distance avec eux, qui disait en fait qu'on avait vraiment des études statistiques sur des sujets assez variés, mais en restant de manière assez éloignée. Et on s'est dit en fait que ça ne pouvait plus continuer et qu'il fallait vraiment qu'on aille sur le terrain, quitte à prendre un petit échantillon et aller voir quelle était leur réalité à leurs yeux, comment ils percevaient la RSE, quels étaient leurs enjeux, quelles étaient leurs relations. Donc c'est vraiment ce qui a motivé cette collaboration, c'était de faire atterrir cette démarche RSE en magasin et d'avoir une approche innovante pour le faire, parce que même si on était une coopérative, et on l'est toujours, on n'avait pas forcément ce réflexe, en tout cas de nos côtés RSE, et ce savoir-faire d'aller vraiment consulter de la bonne manière, documenter l'information, etc. Donc ça, c'est vraiment le constat. Et une fois qu'on s'est fixé cet objectif général qui était de faire atterrir cette démarche en magasin, on s'est fixé tout un autre type d'objectif. Je veux bien, Nicolas. Parfait. Et donc voilà, on va peut-être pas passer sur chaque objectif de manière précise, mais notre objectif premier, c'était de créer du lien avec nos magasins. On avait depuis déjà quelques années des ambassadeurs avec qui on avait un lien assez étroit, mais c'était toujours les mêmes. Et autre souci qu'on avait, c'est qu'on avait des difficultés à créer du lien entre eux et créer du lien avec les ambassadeurs qu'on avait nous au siège. Donc créer du lien entre les collaborateurs du siège qui pensaient les services, les actions pour les magasins. Donc l'objectif premier, c'était de créer ce lien. Derrière, après, c'était aussi de mieux comprendre côté siège quelles étaient leurs réalités. Donc nous, de notre côté, on avait déjà fait des immersions en magasin, mais quelles étaient leurs réalités sur les sujets de la RSE, comment ils la percevaient. On va le voir tout à l'heure, hein, c'était notamment identifier quels étaient leurs biais de perception, quels étaient les freins qu'ils rencontraient, parfois quels étaient les leviers, parce qu'on s'est très vite rendu compte aussi que certains ne nous attendaient pas pour agir, et ça nous a mis un petit coup de pied aux fesses, on ne va pas se le cacher.
Et derrière, ça a été aussi une opportunité de mieux découvrir la filière, notamment sur le côté jurassien, où en fait, nous, de notre côté, on avait des difficultés à toucher ce sujet-là. Et donc là, on a pu prendre du recul, mieux comprendre l'historique de cette filière, et du coup, avoir des armes, avoir des billes pour derrière pousser le sujet en interne. Et donc, pour terminer, vraiment, ce qu'on voulait rechercher aussi, c'était développer cette démarche de bottom-up qui, en fait, commençait à fourmiller un petit peu dans l'entreprise, dans certains services, mais qui, du coup, peinait un petit peu à émerger. Et donc, nous, en termes d'exemplarité, on a voulu l'expérimenter pour derrière la repartager en interne à d'autres services et faire en sorte voilà, que ce ne soit pas un travail siloté dans notre coin, mais le plus transverse possible. Nicolas, je te redonne la main. Oui, merci Charlie pour cette introduction. Effectivement, donc le travail qu'on a réalisé ensemble, j'ai envie de dire, c'est donc un travail principalement en 3 étapes qui a duré voilà, on a plus ou moins 6 mois. Donc la première grande étape, c'était voilà, se mettre au niveau du terrain. Donc aller à la rencontre des opticiens et de la filière. Regardez un petit peu ce qui relève plus de la matérialité. Donc, vous allez voir un peu les outils qu'on a utilisés, qui sont des cartes de relation, des cartes d'ancrage local, mais aussi considérer la géographie telle que perçue par les opticiens et les opticiennes. Ça, c'est un premier bloc. On a un deuxième bloc qui était de comprendre finalement voilà, les freins, les leviers, les enjeux. Mais là, ici, plus d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire qu'on a fait des entretiens sur les perceptions et les imaginaires liés au développement durable, donc des opticiens et des opticiennes toujours, qu'on a ensuite analysé. Et puis finalement, on a donc transmis tout ce savoir qui a été acquis et sculpté justement à un niveau donc, plus stratégique, puisqu'on a pu porter un ensemble de recommandations. On en avait une centaine à la fin, de court terme, de moyen terme et de long terme, devant le comité de direction de l'entreprise. Charlie pourra peut-être témoigner de la spécificité de cette présentation. Donc, à court terme, donc il y a eu voilà, des actions déjà qui ont pu être mises en place à très court terme, des impacts assez forts à l'issue même de cette réunion. Et il y a encore des infusions de long terme, car je crois, et ça je laisserai Charlie témoigner encore une fois, que effectivement ce travail-là est toujours en train d'infuser au sein de l'entreprise. Donc voilà, donc on va rentrer un petit peu un peu plus dans le détail de ce qu'on a fait avec Optique. Donc voilà, la première étape, se mettre au niveau du terrain. Donc, on a fait, voilà, on s'est entretenu avec un panel représentatif d'une dizaine de magasins en France. Donc, on avait choisi, voilà, juste pour qu'ils soient représentatifs précisément, des différentes typologies de magasins de l'entreprise. On est allé faire des entretiens donc, sur place, d'autres en visio, et nos échanges duraient entre 2 heures et 4 heures avec chaque opticien. On pouvait avoir parfois la crainte qu'on ennuierait les opticiens dans ces entretiens, mais en réalité, dès qu'ils se prêtaient au jeu, c'était une expérience assez transformatrice pour eux, et en tout cas très, très bénéfique. On a eu ces retours-là qui nous ont fait plaisir. Et puis sur la droite, on voit un peu plus la partie filière. Donc, voilà, on est allé dans le Jura, investiguer, rencontrer les fabricants historiques en fait, de la filière de lunettes françaises. Et ça, c'était assez précieux. Donc, les outils qu'on a utilisés, c'est notamment ce type de carte. Alors là, on est sur une version synthétique. Sur la slide d'après, on verra une version un peu plus développée. Là, on est sur en fait une carte type de fonctionnement d'un magasin. Donc ça, c'est un peu l'outil phare qu'on utilise, c'est-à-dire que ça représente le métabolisme en fait d'un magasin. Donc sur la gauche, on a les éléments qui rentrent dans le magasin. Sur la partie droite, les éléments qui sortent du magasin. Donc, au centre, le rond jaune, c'est le magasin. Sur le premier rond qui est à gauche,
On voit salarié, gérant, client, monture, verre, lunettes, données informatiques, PLV, consommables, lunettes usagées. Donc ça, c'est tous les éléments qui rentrent. Ensuite, quand on se recule d'un cran, on voit d'où viennent ces éléments. Sur la droite, on a les éléments qui sortent du magasin. Donc là, on a des documents, des lunettes et des lentilles, de la data, des déchets, des lunettes usagées. Et ensuite, on va regarder où vont ces choses-là. Puis on a aussi les actions hors les murs qui sont en haut à droite. Voilà, c'est une version vraiment simplifiée. C'est ce qu'on appelle la carte type qu'on a dressée. Voilà, là, on a un exemple d'analyse d'un magasin en particulier. Donc ça, on l'a fait pour les 10 magasins. Donc là, on ne va pas rentrer dans l'analyse précise de cette carte-là, mais c'est pour vous montrer un petit peu la richesse et la force de ce travail-là, puisque en un seul document, on peut réussir à rendre compte du caractère holistique ou systémique, en tout cas de la complexité d'un magasin, quoi. C'était vraiment assez fort et assez riche de voir à la fois ce qu'il y a de commun entre différents magasins et également ce qu'il y a de spécifique et qu'est-ce qu'on peut apprendre justement des spécificités qui ont été développées par chaque magasin. Et puis il y a donc ce caractère là on est vraiment sur une question d'ancrage local, puisqu'on vient regarder un peu plus finement. Donc là, par exemple, ce qui est en bleu, c'est les relations qui sont au siège. Et puis ce qui est en jaune, c'est les relations justement locales. Et donc ça, on peut vraiment l'investiguer finement une fois qu'on a fait ce travail-là. Donc, comme je l'ai dit, on a fait donc des cartes pour chaque magasin qu'on a analysé individuellement. Et ensuite, on a fait donc une analyse croisée donc, avec les points communs. Donc là, cette slide, elle illustre en fait l'exemple du tri des lunettes usagées que les clients ou pas forcément les clients apportent en magasin. Donc là, ce qu'on a pu observer, c'est que d'une manière générale, ce qui est en rouge, c'est les généralités. Donc on a une abondance de lunettes usagées, vraiment une faible connaissance de la destination finale, même par le circuit qui était et qui est toujours organisé par Optique 2000, par le siège pour le coup. Et donc l'utilisation, en revanche, assez généralisée de circuits courts alternatifs locaux de réutilisation des lunettes. Ensuite, sur des éléments plus spécifiques, donc c'est ce qui est en violet, on a des points de collecte où on avait parfois des opticiens qui mettaient des boîtes pour reprendre les lunettes usagées dans des pharmacies du coin, parfois même dans un CHU de la ville. Donc là, d'un coup, on se mettait à avoir une relation très forte au niveau local sur ce sujet-là. Et c'était une initiative vraiment personnelle, propre à certains magasins. Et puis, on avait aussi donc, voilà, ces missions humanitaires de matériel et de lunettes, et parfois même très engageants, puisque des personnes du magasin allaient elles-mêmes effectuer ces missions-là, principalement dans des pays africains. Ensuite, un autre outil qu'on a déployé, c'est celui des cartes d'ancrage local, très spécifiquement. C'est-à-dire que là, on vient regarder non pas l'ensemble des relations du magasin, mais l'ensemble des relations de nature locale. Donc, dans la partie supérieure, on a plutôt ce qui a trait à l'optique, et dans la partie inférieure, ce qui n'y a trait pas forcément. Donc, en haut, voilà, à gauche, on est sur des réunions avec, je crois que c'est des ambassadeurs régionaux, là, je ne sais plus exactement. Ensuite, on a tout ce qui relève des relations hors les murs. Ça, c'était très riche et très intéressant, avec, par exemple, des établissements de soins ou d'autres entreprises locales dans lesquelles il y avait des présentations, des sensibilisations au sujet portées par les magasins. Ensuite, on avait des relations là plus fonctionnelles avec d'autres magasins de l'optique. Aussi, alors parfois ou pas des relations donc, avec les associations de commerçants, avec d'autres associations, des associations sportives, voilà, dans des choses de mécénat, ces choses-là. Et puis des relations parfois avec des institutions locales, la chambre de commerce, voilà, c'est plutôt ce type de choses. Et ce qu'on s'est rendu compte, et là vous vous en rendez compte par vous-même, en fait, parce que là, si vous voulez, vous avez une dizaine de cartes d'ancrage local
sur la slide, donc on les voit pas en détail, c'est pas le but, et c'est simplement que vous voyez assez nettement qu'il y a vraiment une diversité de motifs en fait. Là, c'est vraiment ça qui nous a frappé, c'est que chaque magasin avait développé sa forme d'ancrage local vraiment de manière très spécifique et, voilà, très, très individuelle finalement. Ça, c'était vraiment très intéressant. Là, sur cette slide-là, on montre que voilà, on a un ancrage local qui varie de très fort à faible. Sachant que dans le fort, on a aussi des variations entre un ancrage homogène sur les différentes typologies qui ont été identifiées et présentées précédemment, ou parfois des ancrages beaucoup plus déséquilibrés où on était porté plutôt que sur ce qui avait attrait à l'optique, ou parfois moins. Voilà, et donc ça, c'est le dernier élément sur cette partie un peu d'analyse fonctionnelle du travail réalisé. C'est ici la question de la spatialisation des lieux de fabrication, en tout cas tels que perçus par les opticiens et les opticiennes. Et là, ce qui était fort intéressant, c'était que finalement, le lieu ou le pays quasiment le plus important, ou en tout cas non tout à fait non négligeable, c'était le pays mystère, puisque les opticiens ne savaient souvent pas en fait d'où venait concrètement leurs produits, en fait. En tout cas, ce qui leur permettait de s'approvisionner, voilà, principalement les montures, les verres et les lentilles. Alors, donc je reprends la main pour partager un peu. Juste une petite question par rapport au slide juste avant. La conclusion qu'on peut se donner, ça veut dire quoi? C'est que, en résumé, vous êtes déjà sur un circuit court en termes d'approvisionnement ou pas? Je reprends la conclusion. Mais si vous voulez, reprendre la main, Quentin, là-dessus. Peut-être on prendra les questions à la fin, non? Ok, à la fin, mais juste pour répondre hyper à chaud, mais vraiment en quelques secondes. Non, là, ce qui était intéressant et la conclusion, c'était vraiment de voir la perception des opticiens, c'est-à-dire que, en fait, ils ont tellement d'intermédiaires, et notamment d'un point de vue commercial, parce qu'il y a tous les produits qui sont poussés par le siège, mais aussi, et la majorité sont poussés en direct par les marques. Et en fait, cette multiplicité des interactions, notamment à l'échelle locale, font en fait qu'ils ont parfois, eux aussi, une décorrélation avec l'origine des choses. Et autant certains, des fois, on va dire, ceux qui étaient les plus passionnés par le produit, les plus techniques, arrivaient à se renseigner et à avoir une idée très précise d'où venaient certains, leurs produits, hein, pour faire simple. Autant d'autres, en fait, restaient sur la partie commerciale et donc avoir voilà, le panel d'offres qui convient, etc. Et avaient une idée beaucoup plus floue d'où certaines collections pouvaient venir. Et donc ça, c'était hyper intéressant pour nous de voir cette perception et de voir le rôle qu'on pouvait et qu'on devait et qu'on doit et qu'on a aujourd'hui pour les acculturer, les sensibiliser et leur donner surtout ces éléments de contexte qui sont hyper importants pour qu'ils puissent et faire évoluer leurs offres en fonction des attentes de leurs clients et notamment sur une attente grandissante qui est la relocalisation. Donc ça, c'est un constat hyper, pas très surprenant, mais quand même, mais qui a été, on va dire, hyper intéressant d'ailleurs à développer et à utiliser. Et du coup, pour enchaîner, j'espère avoir répondu à votre question, mais on reviendra derrière, il n'y a aucun souci. Et juste pour faire très rapidement quelques exemples de résultats sur cette première partie du travail qu'on a réalisé ensemble. Le premier résultat qui a vraiment, on va dire, été le plus notable et immédiatement, c'était justement en fait ce dialogue, on va dire, très poussé avec certains opticiens, parce qu'on n'avait jamais pris autant de temps sur des mois et des mois à échanger avec les mêmes opticiens. Ça nous avait permis en fait de vraiment connaître leur réalité, jusqu'à en connaître aussi leur jargon, leurs termes techniques, leurs réflexes du quotidien. Et donc, il y a vraiment eu une empathie qui s'est créée entre nous. Et on a vraiment, grâce à ça, enfin moi à titre personnel en tout cas, eu beaucoup plus de facilité à me mettre à leur place et donc depuis beaucoup plus de facilité à imaginer les conséquences que peuvent avoir telle ou telle décision sur leur vie au quotidien, professionnelle, etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose et ça nous a permis aussi de comprendre des décalages.
Par exemple, je vous parlais du vocable, du jargon. Un exemple très simple que vous connaissez peut-être, c'est qu'en fait, depuis des années et des années, les opticiens trient et recyclent ce qu'on appelle les verres de présentation. C'est des verres en plastique qui, on va dire, maintiennent la monture lors du transport. Donc ça, c'est une action phare qui a vraiment initié la démarche RSE en local. Et en fait, ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'on leur propose aussi de renvoyer un autre, on va dire, verre en plastique qui ressemble un petit peu à ce verre de présentation, mais qui est avec la monture, qui permet en fait de tailler le verre. Et si vous voulez, en fait, on leur propose aussi de renvoyer ces éléments qui étaient encore plus lourds en termes de matière pour les recycler. Et on utilisait le terme de calibre. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte en échangeant avec eux, c'est que pour eux, le calibre, c'était le verre de présentation. Et en fait, c'est des choses toutes simples, toutes bêtes, qu'on n'avait pas forcément en tête, mais qu'on a pu vraiment découvrir lors de ces échanges plus poussés, et donc adapter d'ailleurs notre discours, parce que pour le coup, c'est un vrai frein à une action forte du groupement. Derrière, pour ne pas prendre trop de temps, rester dans le timing et continuer à partager quelques retours. Donc, très concrètement, ça nous a permis aussi de connaître, on va dire, les relations existantes en local à l'échelle des magasins. Parce que pour faire notre démarche RSE, on a tous cette étape importante de cartographie des parties prenantes qu'on fait souvent sous prisme du siège. Là, ça nous a permis de faire l'exercice à l'échelle d'un magasin parce qu'on est une coopérative et on va dire que le magasin est indépendant et donc ce double exercice est d'autant plus important. Donc on a pu réaliser cet exercice suite à ce travail-là et on a pu aussi avoir conscience qu'en fait que ces relations, elles étaient très mouvantes dans le temps et notamment que la démarche RSE et la relation locale avaient un lien d'interdépendance. Pour dire quelque chose d'hyper concret, par exemple, on a une opticienne en Vendée, Sabrina Robin, qui justement en fait a réussi d'un côté à développer cette démarche RSE qu'elle a initiée depuis 2 ans grâce à ces relations locales très fortes qu'elle avait développées depuis des années sous l'aspect médical, par exemple avec des résidences seniors. Donc là, par exemple, avec une résidence senior avec qui elle travaille depuis longtemps sur la santé visuelle, elle a pu développer une filière de valorisation de ses PLV usagés avec des ateliers de seconde main, etc., de zéro déchet. Et à l'inverse, on s'est aussi rendu compte que le développement de la démarche RSE permettait de générer de nouvelles relations. Donc sans s'en douter, mais on a pu le montrer aux opticiens. Et donc là, notamment, encore une fois, l'exemple de Sabrina Robin, qui pour le coup avait d'autres déchets à traiter, notamment tout ce qui était carton, papier, etc. Et qui du coup a trouvé un partenaire local qui montait un processus assez innovant, qui fait en fait de l'isolation avec de la ouate de cellulose derrière. Et avec son réseau de magasins, elle a pu créer un partenariat. Et c'est un partenariat qui s'est aujourd'hui pas arrêté à son réseau de magasins, mais qui est partagé à l'ensemble de sa région et des magasins de sa région. Donc là, on se rend compte aussi que la relation, elle peut être partagée avec d'autres magasins, et c'est là ce qui fait la force du réseau. Donc là, c'est les 2 gros résultats les plus importants sur cette partie-là. Et bien sûr, le dernier point qui était de faciliter, améliorer la discussion en interne, parce que voilà, connaissant mieux les opticiens, ayant mieux de meilleures relations avec eux, enfin on va dire de meilleures proximités, on peut aussi partager tout ce contenu, toute cette connaissance et tous ces réflexes aux autres services en interne et faire en sorte que ça fasse en boule de neige. Et donc, du coup, sur la deuxième partie, qui était plutôt sur l'ordre d'un travail de psychologie, en fait, avec ces longs moments d'échange et de discussion avec les différents opticiens et opticiennes, l'idée était là de comprendre des freins, des leviers et aussi les enjeux terrain sur lesquels on pourrait construire cette approche RSE ancrée et située. Alors, une première chose, quand on travaille, nous, et ce qu'on aime bien faire, et ce qui est aussi très pertinent quand on va sur le terrain, de faire, nous, ce travail-là pour pouvoir aussi le transmettre aux équipes sièges, c'est un rapport d'étonnement. Alors là, on vous en a mis qu'une partie. Mais c'est en fait, en étant sur le terrain, on est des vraies éponges. On aime bien utiliser cette analogie-là. Et en fait, on se rend compte dès les premiers échanges avec les différents opticiens et opticiennes qu'il y a une certaine opacité de la filière en amont, et notamment aussi de la question de la labellisation. C'est aussi ce qu'on a un petit peu retrouvé là, dans la carte de la géographie perçue, notamment sur le sujet de la fabrication.
Mais ce qui était intéressant là, c'était qu'on avait aussi une conscience de cette opacité. Et puis, on s'est aussi très vite rendu compte que ces professionnels de santé, ben, en fait, ils ont un nombre élevé de prestataires extérieurs. Et en fait, il y a une vraie complexité organisationnelle à laquelle ils doivent faire face entre être chef d'entreprise et professionnel de santé, c'est-à-dire pouvoir délivrer ce service de soins dont un tiers quand même de la population en France est équipé, c'est-à-dire des lunettes. Donc ça, c'était rapport d'étonnement. Et puis, de manière plus épaisse, l'analyse, en fait, presque mot à mot, en fait, des entretiens qu'on a. Alors là, on vous a mis un des multiples exemples qu'on aurait pu prendre, mais sur la perception, de manière très condensée là, de la perception des opticiens et opticiennes vis-à-vis du développement durable, notamment avec une approche, plutôt sur les constats négatifs et la conscience de leur impact négatif, savoir en fait que ils produisent des choses qui vont en fait émettre des morceaux de plastique qui vont flotter dans un océan de l'autre côté de la planète ou bien retrouver des microparticules à côté de chez eux. En tout cas, il y a cette conscience-là de l'impact négatif et il y a un vrai sentiment d'impuissance qui s'est après qu'on a décliné en différents sous-points, autant par rapport au groupe que par rapport à cette filière-là opaque qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir bouger, et puis aussi en fait par rapport aux clients qui se rendent compte que en fait ils posent de plus en plus de questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Et donc ça, on s'était rendu compte pas mal de ce sentiment d'impuissance. Et puis, il y avait cette expérience-là qu'on a faite. Alors, cette expérience-là qu'on a faite, notamment sur le déballage et les déchets, parce que c'est un sujet qui revenait énormément dans nos discussions avec les opticiens et opticiennes. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redessiné ces différentes étapes qui nous avaient été décrites, voire même filmées aussi par les magasins, entre l'arrivée d'un carton et le montage de la lunette finie qui sera posée sur le nez des clients. Et en fait, tous les points rouges, c'est tout ce qui est jetable directement. Ce qui est vert, c'est ce qui reste un peu plus de manière durable. Et donc ça a été aussi une des manières de représenter, notamment par le dessin. Vous l'avez compris qu'on utilise aussi beaucoup ces représentations graphiques et on va vous en montrer d'autres. Pour rendre compte, notamment au siège, ok, c'est quoi en fait toutes ces étapes-là et où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'on peut aller plus loin, même s'il y avait déjà du travail qui a été fait. On était conscients et ça faisait partie du discours aussi avec l'équipe RSE, notamment vis-à-vis de la logistique. Mais voilà, comment on pouvait encore aller plus loin et comment on pouvait travailler à partir de ce genre de scénario. Puis une chose aussi sur la psychologie qu'on est venu enquêter, c'est la notion d'engagement et le décalage qu'on observe souvent entre vie perso et vie professionnelle. Et en fait, se rendre compte que l'engagement, notamment des opticiens et des opticiennes, sur leur vie perso est très élevé, vie professionnelle plus compliquée, et qu'en fait, il y a une vraie dépendance à l'ancrage local, à cette capacité à pouvoir faire des actions en fait, qui peuvent être facilement mises en place, et notamment avec des acteurs locaux. On a tous en tête notre propre vie quand c'est plus facile de faire nous-mêmes des actions parce qu'on a cette capacité-là localement à pouvoir le faire, versus faire des actions quand en fait on se rend compte qu'il y a toute une filière derrière dont on dépend et qui est beaucoup trop lourde pour pouvoir bouger à notre propre échelle. En tout cas, on a vu ce décalage-là qui était assez intéressant à faire remonter, sur lequel ça a été aussi travaillé avec l'équipe RSE sur cette stratégie et cette démarche située. Exactement. Et donc là, sur cette seconde partie, si on doit retenir 3 résultats qu'on voulait partager avec vous, le premier, et là je pense que de toute façon c'est quelque chose qu'on remarque tous dans nos enseignes et dans nos vies respectives, c'est, on va dire, ce travail nous a permis de vraiment comprendre la perception qu'avaient les opticiens de la démarche RSE. Donc comment ils la percevaient à leurs yeux, et donc ça n'a pas loupé, il y a 2 choses qui sont sorties principalement. 2 premiers biais de perception, c'était RSE égale environnement, et encore pour pas nous résumer à déchets. Donc ça, c'était très très fort, très ancré,
et c'est venu voilà, confirmer les doutes, les différents éléments qu'on avait déjà remarqués avant. Donc ça, c'est très très fort. Et l'autre côté, pareil, donc le côté, on va dire, annexe du sujet, c'est-à-dire en plus du business et non pas avec le business. Et donc là, c'est vraiment deux biais de perception très forts qu'on a, qu'on a remarqué et qui venaient en fait vraiment freiner, on va dire, l'appropriation du sujet par les opticiens. Parce qu'on remarque voilà, que nous, en tout cas, nos opticiens ambassadeurs ou ceux qui sont même des fois parfois plus avancés que nous à l'échelle de l'enseigne, c'est vraiment ceux qui ont bypassé, qui sont au-delà de ces deux biais de perception et qui aujourd'hui en profitent pleinement du sujet, qui l'ont intégré dans tous leurs réflexes du quotidien et qui en tirent énormément de bénéfices. Et ça nous a permis aussi de voir des fois le décalage qu'il pouvait y avoir dans la perception de la démarche RSE, que certains pouvaient voir un peu opportuniste à l'échelle de la centrale, parce qu'en décalage avec d'autres actions qui étaient menées par l'enseigne, et notamment, comme le disait Nicolas, le fait aussi que voilà, on a aussi une enseigne assez lourde qu'il faut bouger petit à petit, et donc certains opticiens parfois plus engagés avaient l'impression en fait qu'on était sur une démarche opportuniste, alors que pas du tout. Donc ça nous a permis de prendre du recul sur ces sujets-là, d'avoir bien en tête ces différents freins, et du coup d'avoir une approche vraiment pédagogique avec les opticiens, de savoir en fait quels étaient les arguments qu'on pouvait apporter pour les rassurer, pour les embarquer avec nous et faire en sorte qu'on parle le même langage et qu'on ait les mêmes objectifs. Et donc, parmi ces objectifs, le grand enseignement qu'on en a tiré, il y avait déjà des prémices avant, mais là, ça a été un enseignement fort de cette étude et aussi lié au contexte local avec le Covid, etc., c'est la nécessité, en fait, que dans toutes nos actions RSE, certes, il faut qu'on continue à développer des actions d'enseigne fortes, etc., qui incarnent dans tous les magasins l'engagement, mais aussi qu'on n'empêche pas, en proposant des solutions trop inflexibles, certains opticiens de venir s'adapter à leur territoire, que ce soit avec des relations, que ce soit avec une typologie de public, de clients, etc. Donc, on a vraiment depuis mis en place ce réflexe de contextualiser la RSE au territoire, de permettre en fait à l'opticien d'avoir accès à différentes briques qui lui permettent de composer in fine, on va dire, son action RSE. Donc parfois en passant uniquement par le processus central, par manque de temps, manque de savoir-faire, etc. Mais parfois certains vont bien plus loin voilà, en faisant beaucoup de choses à l'échelle locale et parfois en ne passant pas du tout par la centrale. Donc voilà, on est sorti de ce prisme très descendant et on a vraiment ce réflexe de proposer des briques et des solutions qui s'adaptent au territoire. Et puis sur cette troisième partie, si vous vous souvenez, ce schéma en 3 actes, celui de la transmission et la direction, alors en fait, on n'a pas fait que ce travail d'étude. Là, on vous a montré énormément de choses qui l'illustrent, bien sûr. Mais on a aussi utilisé, on a utilisé toute cette matière-là avec l'équipe RSE pour construire en fait différentes actions. Alors voilà, devant une direction, on est obligé quand même d'aller un peu vite. En tout cas, ça a été notre cas pour transmettre ces grands apprentissages qui nous semblaient extrêmement pertinents pour appuyer cette démarche RSE. Et on a encore utilisé le dessin. Là, je vais vous montrer quelques infographies, notamment associées avec une trame narrative derrière pour venir expliquer finalement autant tout ce travail d'analyse là sur la perception du développement durable, que aussi quelle est la perception des clients qui est perçue en fait par les opticiens de ce sujet-là, et puis aussi finalement comment c'est les différents enjeux qu'on aura compris du terrain, comment en fait ces choses-là elles sont reliées, parce que comme je vous l'ai dit, notre travail c'est de rentrer dans la systémique, dans la complexité des choses, et en fait on se rend très vite compte, et c'est pas à vous que je peux l'apprendre, mais que les sujets sont tous interreliés, interdépendants, comme à l'échelle du climat, où on sait qu'il y a énormément de choses qui sont reliées entre elles. Là, c'est pareil, en fait, pour nous, il y a des relations qui existent entre les différents enjeux, et c'est important de les faire figurer et de les faire et d'en prendre conscience pour agir dans cette direction. Donc, une première infographie qui était celle de la restitution, une des manières de restituer les perceptions des opticiens, ça a été celle-ci. Alors, je ne vais pas vous la faire en détail, elle est un peu plus longue à raconter. Mais ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait un vrai soutien du réseau de magasins envers l'enseigne. Il y avait une vraie force de l'enseigne. Cependant, il y avait des choses à rebattre, en fait, des cartes à rebattre, notamment
cette opportunité, voilà, de se dire qu'il y a un vrai mouvement de société autour des développements durables et de cette question de la relocalisation aussi pour créer en fait de nouvelles valeurs pour Optique 2000 autour de ce sujet-là, parce que notamment aussi coopérative, ce terme de coopéra, d'œuvrer à une œuvre commune, qu'on aime bien rappeler, c'est aussi voilà, dans ces moments compliqué que notre société vit actuellement, qu'on a besoin d'utiliser cette coopération autour de nouvelles valeurs pour créer des futurs souhaitables. Mais tout ça, ça a besoin de cohérence. Et puis, il y avait ce travail-là, autant de comprendre à l'échelle d'Optique 2000 qu'à l'échelle de la RSE, comment c'était perçu, etc. Donc ça, c'est la dernière partie sur la droite de cette infographie. Une autre infographie qui était plutôt celle de comment les opticiens percevaient le discours des clients, et de se comprendre que depuis 2015, la sensibilité explose en fait des clients. Ils ont de plus en plus de questions, que les labels sont un vrai sujet et un vrai levier aussi, notamment quand ils sont pas sujets à polémique, mais que c'est un vrai levier pour les clients, en fait, un vrai levier de rassurance, on va dire. Et ces collections comme C2C aussi qui venaient montrer aux clients qu'en fait, il y avait un vrai travail de la marque et qu'il fallait poursuivre dans cette direction-là. En fait. Voilà. Là, on commençait à sentir ces signaux faibles qui disaient qu'il fallait continuer et il fallait que autant le réseau que le siège continuent dans cette démarche-là parce qu'en fait, actuellement et dans le futur, c'était des vrais sujets que les clients étaient demandaient déjà et continueraient à demander de manière de plus en plus exigeante. Une dernière infographie, je vous disais, de cette systémique-là des enjeux. Alors celle-là est plutôt décorée comme infographie sur la question des enjeux, mais tout ça pour dire que voilà, on a différents enjeux d'identité, de communication, des soucis de cohérence qui amènent une notion de confiance importante, notamment parce que, encore une fois, Optique 2000, c'est une coopérative qui s'est construite autour du soin et du lien, et c'est quelque chose qui est important de venir rechercher, comme une perception d'avoir un peu perdu ça pour certains opticiens. Et puis en fait, encore une fois, hein, le développement durable et la RSE, alors pour les opticiens, ils l'ont bien compris, c'est clairement pas une mode, mais un vrai engagement personnel et aussi professionnel, mais qui est bien sûr lié à un contexte qui influence grandement la capacité d'action et du réseau à différentes échelles. Et donc, à partir de ce travail-là d'analyse, de systémique aussi de ces enjeux-là, on en a sorti, alors on ne vous les a pas tous mis, mais il y a à peu près une dizaine, douzaine d'enjeux à deux échelles, à l'échelle du groupe et à l'échelle de la RSE, qui nous semblait important de traiter, notamment avec cette nouvelle démarche située, que ce soit sur l'affirmation de la contextualité des magasins, des territoires, en fait, quel levier, en fait, parce qu'on se rend compte que dans notre étude aussi, et il y a une dimension très contextuelle, en fait, très régionale, c'est-à-dire que ça ne répond pas pareil dans le nord, en Bretagne ou par rapport au sud, et puis c'est pas les mêmes régions avec les mêmes institutions, avec les mêmes systèmes de décision, les mêmes systèmes politiques. Donc voilà, il faut pouvoir affirmer cette contextualité et puis s'adapter à celle-ci, comme le disait bien Charlie. Et puis il y a d'autres enjeux plutôt qu'on estime être le rôle vraiment très central de la RSE sur le développement d'une économie qui soit bien sûr circulaire, mais territorialisée. Qu'est-ce qu'on fait avec les ressources du territoire? Comment on relocalise aussi cette notion d'économie circulaire? Un grand sujet, l'expérientialisation du développement durable. Nous, on est convaincus que ça passe par le sensible. Je pense qu'on est tous plus marqués par une photo ou par un film que par 2-3 chiffres sur une feuille. Ça nous parle beaucoup plus de vivre ces expériences-là. Donc, c'est important d'expérientialiser, de passer par le sensible sur ces questions-là d'écologie. La question de sensibiliser les clients, oui, mais comment? Du coup, c'était ça qu'on est venu chercher. Et tous ces enseignements du terrain, développer cette formation au siège pour mieux la comprendre, pour mieux armer les différentes parties prenantes autant du siège que du réseau sur ces sujets-là, pour les faire monter en compétences, parce que c'est important, c'est presque un devoir d'entreprise,
mais aussi pour leur permettre d'avoir une capacité d'agir au-delà d'une capacité de compréhension de phénomènes qui dépassent simplement l'entreprise, hein, mais qui vont aussi sur presque un acte citoyen, je dirais, de compréhension de ces enjeux-là de société, quoi. Alors, je reprends la main pour donner, on va dire, l'exemple final et notamment un focus sur un enjeu précis pour compléter ce que disait Nicolas juste avant. Il y a aussi un fait notable, c'est que donc, ce travail il a été réalisé sur plusieurs mois et il nous a aussi permis d'avoir ce temps d'attention de la direction qu'on avait de manière parsemée avant tout au long de l'année. Là, on a vraiment eu, on va dire, une grosse fenêtre de tir pour présenter tout le résultat de cette étude, l'importance du local. Donc là aussi, ça montre l'impact du travail et du contexte qu'il y avait à l'époque, qui a permis aussi, voilà, on va dire, d'ouvrir les chakras de notre codir et d'avoir plus de visibilité et de possibilité de pousser les sujets. Et donc, parmi les sujets, il y avait donc ce sujet fort qui était affirmer la contextualité des magasins. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, juste pour que vous puissiez vous projeter sur le travail qu'on a fait. Donc Nicolas, si tu vois, parfait. Si on va derrière, en fait, qu'on a fait pour chaque enjeu, l'objectif, c'était pas de présenter une feuille de route, définitive, d'autant plus que cette feuille de route, l'objectif, c'était de la co-construire ensemble avec les différents métiers. Là, l'objectif, c'était plutôt de pouvoir aider chaque directeur à se projeter sur des sujets divers et variés, souvent transversaux, aussi arrêter d'avoir cette vision silotée des sujets, notamment sur l'aspect RSE, et de leur montrer en fait ce qui était possible de faire, déjà qu'il était possible d'agir à très court terme, et aussi qu'il était possible d'aller titiller des tendances de long terme sur lesquelles on pourrait potentiellement se positionner en tant que leader du secteur. Donc là, c'était vraiment l'objectif, c'était d'ouvrir un peu leur chakra, de leur montrer qu'il était possible de faire plein de choses et de leur donner des pistes. Alors, toutes les pistes n'ont pas du tout été retenues, mais certaines l'ont été très rapidement. On pourra échanger derrière dans les questions-réponses. Donc là, pour vous donner vraiment concrètement les exemples, donc là, sur la contextualité du territoire, il y avait un premier travail à court terme qui était d'un côté sur un travail d'indicateur, sortir de nos indicateurs, on va dire, simples et silotés et travailler sur des vrais indicateurs qualitatifs qui reflètent le contexte des territoires, la diversité de nos magasins, toujours sur les sujets RSE. La deuxième chose, c'était de faire une étude comparative de l'expérience utilisateur des opticiens sur, on va dire, en fait, quelle était leur réalité terrain, d'aller creuser certaines spécificités, choses qui se faisaient déjà en parallèle et qui ont été accentuées depuis, notamment sur des sujets de désert médical, quelles étaient les réalités et les possibilités qu'on avait sur chaque région. Derrière, à moyen terme, donc, il y avait une notion d'orienter le concept vers plus de contextualisation, donc notamment travailler avec plus de relations locales, plus de mobilité locale, etc. Et là, par exemple, donc c'est quelque chose qui prend plus de temps à pousser à l'échelle de l'enseigne, mais c'est quelque chose dont les magasins s'emparent très facilement. On avait, il y a quelques mois, partagé aussi au sein du collectif l'exemple de Sabrina Robin, encore une fois, qui a refait totalement son concept magasin et que plutôt d'appliquer uniquement la charte, on va dire, d'Optique 2000, a pris l'ossature de cette charte pour être en lien avec l'enseigne, mais derrière a décidé de développer uniquement des circuits courts, que ce soit sur le mobilier, que ce soit sur la peinture, que ce soit sur la récupération, que ce soit sur la végétalisation du point de vente. C'est vraiment aller très loin. Et donc, ça nous permet aussi de documenter petit à petit en quoi toutes ces recommandations sont possibles. Et donc, derrière, in fine, une des tendances qu'on a pu mettre en avant, c'est travailler sur le concept magasin et aussi mettre certaines alertes sur l'idée que c'est bien de réfléchir au futur concept magasin, d'intégrer des matériaux plus responsables, etc., etc. Mais que, bien sûr, c'est l'histoire d'avoir des concepts qui changent, qui s'adaptent, qui évoluent en fonction de l'écosystème des magasins et des tendances. Donc, il ne fallait pas s'arrêter uniquement à intégrer de la fabrication française ou des produits plus responsables, mais aussi de se projeter sur demain, quand il devra à nouveau évoluer, comment on peut le faire de manière plus simple, comment on peut le faire de manière modulaire, etc. Et donc, ouvrir vraiment le chakra de certains métiers, donc là notamment ceux responsables de l'architecture des magasins. Donc là c'est un exemple, on va dire, très ciblé,
Mais en fait, chaque direction, chaque service avait son lot de recommandations qui a permis d'entamer les directions. Et depuis, de notre côté, nous, on travaille sur la construction de la nouvelle stratégie et des feuilles de route, qui est un travail qui sera abouti d'ici le début de l'été. Et donc, ce travail qu'on a fait avec le collectif TAMA a permis de poser, en tout cas, des éléments centraux et des pistes de travail sur ce sujet. Et donc, ça, au final, les résultats, j'en ai déjà parlé, mais en effet, moi, à titre personnel, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les représentations graphiques. Pour le coup, on a toujours été habitué à documenter d'énormes rapports issus des labellisations, issus d'un audit précis, etc. Et des choses qui étaient relativement indigestes pour le CODIR ou notre direction qui souvent avait peu de temps pour nous. Donc, chose qui a beaucoup évolué depuis. Et en fait, avoir voilà, on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais avoir ces représentations graphiques, ça a permis de passer le message plus vite et aussi de créer plus facilement ces petits électrochocs sur des sujets très précis. Parfois, pas forcément ce qu'on avait en tête, mais en tout cas de faire avancer les choses dans le bon sens. Et du coup, le premier point, en effet, je reviens dessus, c'est sur l'aspect CODIR où on a pu remonter l'importance de travailler, de permettre aux magasins d'avoir cette approche locale et de pas sur la partie RSE, encore une fois, simplement faire descendre des solutions et les laisser se débrouiller avec. Et donc, pour vous donner un petit aperçu de ce qui existe aujourd'hui, donc il y a 1 an et demi qui se sont écoulés, on a un changement de gouvernance qui est arrivé, et donc tous ces éléments mis bout à bout ont fait que les planètes se sont plutôt bien alignées et que donc la RSE aujourd'hui est l'un des 2 piliers de la nouvelle stratégie de l'entreprise et surtout que la notion d'ancrage territorial est maintenant un réflexe qu'on met en place dans toutes nos actions RSE et donc dans toutes les actions qu'on travaille avec les différents services, c'est toujours pareil, réfléchir certes action nationale, action d'enseigne, mais possibilité pour les magasins de venir s'adapter à leurs relations locales et à leurs différents publics. Merci Charlie, on est vraiment bien dans les temps. On va avoir un bon petit moment pour échanger. Et justement, avant d'avoir ce temps d'échange, vous partagez quelques sujets sur lesquels on travaille de côté actuellement. Donc voilà, on travaille pas mal sur le sujet des filières, parce qu'on se rend compte que c'est aussi à un moment donné là qu'il peut y avoir une puissance d'agir. C'était un sujet d'ailleurs qu'on avait soulevé aussi avec Optique, qui n'a pas pour l'instant pu être développé au sein de cette enseigne, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on pense que justement là on est encore plus dans à une échelle où on a besoin de compréhension justement systémique des modalités d'interaction entre les acteurs. Là, on a vraiment besoin d'avoir un travail de cartographie relationnelle assez fin. Et du coup, sur 2 sujets qu'on se met à adresser assez sérieusement, le sujet de l'alimentation, qui nous tient à cœur parce que c'est un sujet vraiment sociétal assez fondamental. Vous retrouverez certaines choses sur notre site internet qui ont déjà été mises en ligne, notamment un atelier sur l'alimentation locale et durable qui a vraiment pas mal fonctionné. Et puis ça, c'est des choses aussi qu'on met en place, voilà, aussi bien au niveau des enseignements qu'on donne dans le master à Lyon. On fait travailler justement les étudiants cette année sur l'alimentation et aussi voilà, sur des projets de recherche. C'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais on aime bien aussi aller un petit peu à la pointe des sujets pour que ça puisse nourrir justement les prestations de conseil, quoi. Et voilà, donc, le sujet de l'alimentation et le sujet de la mobilité qu'on signale là, avec justement là aussi cette complexité d'organisation, d'acteurs, de logistique. Et là, on peut citer notamment la relation qu'on a avec la Fabrique des mobilités, qui est un peu un méta-acteur en France. Certains d'entre vous connaissent l'existence. Voilà. Voilà, donc on est assez du timing. On peut maintenant discuter
avec vous. Peut-être vous demander, alors je crois qu'il y a une slide encore après. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé déjà dans le premier temps de ce qu'on vous a présenté et raconté? Ça, on peut peut-être faire un petit tour un petit peu rapide. Si chaque entreprise pouvait nous donner un petit feedback, ce serait sympa. Et peut-être par ailleurs, après, on peut aller sur des sujets un peu plus fins, sur voilà, quels sont de votre côté, quels sont les nœuds qui sont à résoudre sur ces sujets-là, qu'est-ce que tout ça vous évoque et quelles opportunités également peuvent se présenter à votre esprit sur ces sujets de ancrage local. Effectivement, Quentin, oui, on a pas mal d'indépendants, de groupes d'indépendants, donc ça peut être intéressant d'avoir votre feedback par rapport à cette relation au territoire. Territoire, vous m'entendez? Oui, au local. Alors là, je vois Sophie Potier apparaître. Sophie, est-ce que tu veux intervenir? Ah, on ne t'entend pas. Micro. On ne t'entend pas. Ouais, vous m'entendez là? Il y a la scène. Est-ce que ton son est... Vous m'entendez mieux là? Ouais, ok. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, parce qu'effectivement, nous, en tant qu'indépendants, ça résonne beaucoup. Beaucoup de points communs avec ce que vous avez partagé, la difficulté de descendre dans chacun des points de vente une démarche RSE qu'on voudrait pouvoir adapter aussi au contexte local. Moi, j'avais deux questions. Vous avez parlé notamment de l'exemple d'un magasin là, qui avait mis en place des relations particulières avec la récupération de lunettes auprès de la maison de retraite, je crois, si j'ai bien mémorisé. Comment vous faites après pour partager ces initiatives locales? Là, vous avez travaillé auprès d'un échantillon de 10 magasins. Comment vous avez fait après pour partager ces initiatives locales auprès de l'ensemble de votre réseau? Et est-ce que vous avez réussi à inspirer l'ensemble du réseau à partir de quelques initiatives locales? Quelle formalisation vous avez adopté? Quel canal de communication vous avez adopté pour pouvoir justement inspirer l'ensemble du réseau? Ça, c'était une première question et j'en ai juste une deuxième aussi. Vous parliez d'expérientialisation du développement durable. Donc là, vous l'avez fait toujours pareil auprès de 10 magasins. Comment vous pensez pouvoir déployer ça à grande échelle en fait? Charlie, tu veux qu'on réponde sur l'expérientialisation et après on te laisse répondre sur Très bien. Sur la diffusion. Peut-être, en tout cas, peut-être pour aussi redire ce que l'expérientialisation, pour nous, c'est un sujet très transversal, très important et qui va toucher en fait l'ensemble des acteurs, pas spécialement les opticiens en l'occurrence. Pour nous, c'est un sujet, c'est-à-dire que déjà dans la manière dont on a présenté les éléments au comité de direction, déjà justement, on essaie déjà de faire cette expérientialisation-là. Par exemple, on avait montré une vidéo du déballage en plus du schéma qu'a montré Nicolas. On avait demandé à un opticien justement de filmer ce déballage-là, quoi, pour pouvoir justement faire sentir que ce ne soit pas une slide où on dise oui, il y a trop de déchets. Ça, c'est un bon exemple parce que expérientialiser, ça veut dire passer par l'essence, passer par l'expérience, passer par le corps. Et c'est une toute autre approche que l'approche intellectuelle habituelle. Et c'est pour ça que c'est un enjeu transversal parce que le développement durable, justement, comme c'est très systémique, ça a trait à des choses très larges, parfois le climat, comme l'a dit Nico. Comment on peut toucher ça, comment on peut le sentir, comment on peut avoir prise en fait là-dessus. Donc ça, c'est un sujet vraiment très large qui nous tient à cœur et qu'on travaille un peu dans toutes les directions de notre travail, j'ai envie de dire. Je peux peut-être compléter un point là-dessus. C'est vrai que, par exemple, ne serait-ce qu'utiliser du dessin, pour nous, même pour massifier finalement cette question de l'expérientialisation. Alors, c'est sûr qu'on n'amènera pas tout le monde sur le terrain, ça c'est autre chose, mais voilà, se dire en fait, selon l'échelle à laquelle on veut toucher les gens, quels médias ou quel sens on peut mobiliser, et notamment sur
pour nous, le dessin, par exemple, c'est quelque chose qui peut massifier énormément. Voilà, les infographies qu'on voit plus aujourd'hui sur des questions, sur beaucoup d'autres questions, mais pour mieux comprendre. Tous ces petits leviers qui permettent à une échelle un peu massive de pouvoir toucher un peu mieux, puis à des échelles peut-être intermédiaires où là, on va être beaucoup plus sur une implication du corps, une implication des sens du toucher. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer. Tout n'a pas du tout été fait. Mais en effet, voilà, c'est plus sur cette question de finalement quelle échelle, et comment du coup on va se situer, qu'est-ce qu'on va utiliser comme média, la vidéo, le dessin, et puis aussi sur des plus petits groupes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire vivre aux gens en termes d'expérience pour qu'on ait un impact fort et du coup utiliser des leviers motivationnels qui sont un peu plus profonds et plus engageants. Voilà, en tout cas sur la question d'expérientialisation. Alors, pour compléter à nouveau, la question de la restitution de la donnée, ça c'est qu'un aspect, mais c'est vraiment des multiples aspects. Mais il y a d'autres aspects encore très importants, c'est au niveau de la formation. Comment est-ce que justement on va trouver des formats de formation, sans jeu de mots, qui sont beaucoup plus impactants. Ça va être dans des ateliers de sensibilisation, justement comment on design ces ateliers pour qu'on fasse appel à d'autres leviers en fait, au sein des humains auxquels on s'adresse. Et la question de l'engagement qu'on a soulevée aussi pendant la présentation, elle est là aussi pour nous interpeller sur ça. Comment on peut relier différentes choses, comment on peut avoir... Et ça me permet juste de rebondir pour donner un exemple de ce qu'on a fait par la suite. Donc, pour le coup, Sophie, pour répondre à vos deux questions, sur les deux sujets, voilà, vu que c'est des choses qu'on avait en tête, mais dont on n'avait pas forcément les moyens au début, donc il a fallu soit se donner les moyens, soit prioriser les tâches. Sur la partie expérientialisation, on a fait le choix de commencer notamment sur la partie, toujours pareil, ceux qui prennent les décisions, donc CODIR, CA. Et il y a notamment un bon exemple, c'est on a une commission veille RSE qui existe de manière récurrente. Et en octobre, en fait, plutôt que de les réunir dans une salle de manière assez classique, on les a emmenés sur Paris pour leur faire en fait aller s'immerger dans certains magasins très connus, mais certains très peu connus, qui a mis en place des initiatives assez incroyables sur les sujets du développement durable de manière générale, pour qu'ils le voient de leurs yeux, qu'ils échangent avec les personnes à l'origine de ça, et que derrière, en fait sur la fin de cette journée, on puisse co-construire, échanger, partager sur le sujet. Donc ça avait bien marqué les esprits. Et après, derrière, pour répondre sur la partie donc inspiration, partage en interne, etc. Au début, c'était à la mano, pour faire très simple, c'est-à-dire on arrivait à identifier grâce à nos ambassadeurs ou certains magasins qui nous appelaient ou en regardant sur les réseaux sociaux certaines initiatives qui ont été mises en place. Donc derrière, on les documentait, on les partageait avec nos moyens, c'est-à-dire les magazines internes, l'intranet, etc. Mais très peu de visibilité et surtout hyper chronophage. Et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, en début d'année, de lancer une expérimentation avec l'outil LACA qui, justement, donc là, on est toujours en expérimentation, mais nous permet de ratisser un peu plus large et de manière plus efficace ces sujets-là et plutôt de créer du lien entre les magasins et de supprimer un peu notre intermédiaire, sauf pour modérer. Et donc, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Mais en tout cas, voilà, il était nécessaire de s'outiller parce que sinon, en fait, c'était un poste à plein temps qu'il fallait et c'était pas possible. Ah, le micro était coupé, on vous a pas entendu, Sophie. Oui, merci. Non, je réagissais sur la CAP parce qu'effectivement, on s'était renseigné aussi pour remonter ces initiatives. D'accord. Je vois ce dont vous parlez. Ouais. Cindy, Nadia, pour la Belle-Illoise, vous voulez réagir? Alors, je vois pas si... Bonjour, je vois pas si Nadia est encore là. Elle est...
Ah oui, elle est partie. Bon, bah, du coup, effectivement, je peux prendre le point. Merci pour tous ces éléments. Nous, c'était plus de l'ouverture d'esprit pour nous ce matin. Nous, on est dans une configuration un petit peu différente parce qu'on ne travaille pas en franchise. On a vraiment, nos magasins sont ils sont vraiment propres, donc c'est nos équipes. Et du coup, fonctionnent un petit peu différemment, mais c'est hyper intéressant, ça va nourrir nos réflexions. Voilà, après, voilà, nos équipes en magasin, elles sont parfois seules ou à 2 personnes, ce sont des collaborateurs, ils n'ont pas la même prise possible d'initiative. Enfin, voilà, ils ont moins de leviers possibles, j'ai envie de dire. Quoique, mais justement, je trouve l'exercice que vous avez fait hyper intéressant parce qu'il y a certainement plein de choses dont on n'a pas forcément conscience en étant on a un prisme à nous côté siège, donc il y a certainement des leviers pour nous à exploiter, d'aller justement interroger les gens côté magasin, donc voilà, mais on n'est pas on n'est pas aussi avancé que vous sur cet ancrage au niveau local, côté magasin en tout cas. On est, voilà, c'est tout. En tout cas, ce que je retiens, c'est que c'est inspirant et que effectivement la force des indépendants à aller chercher le tissu local, en fait, est vraiment un axe, un enjeu pour les groupes intégrés. C'est ça? Vous ne m'entendez pas? Ouais, ça a pas mal coupé. Ouais. J'ai coupé ma caméra. Je disais que la force qu'on pourrait trouver, en fait, je ne sais pas si c'est mieux maintenant. Ouais. La force qu'on peut trouver dans un groupe d'indépendants, en fait, aller chercher le tissu local, c'est un enjeu pour les enseignes en intégré. Oui, certainement. Après, ce que je disais aussi, c'est que nous, dans notre modèle économique, un magasin, c'est souvent une vendeuse ou un vendeur. Donc, on en attend. Enfin, ils ont moins l'opportunité enfin, ils ont moins de levier, ils peuvent moins dans leur activité de tous les jours aller chercher des leviers à actionner. En fait, c'est ça que j'essayais de dire. Ils ont moins d'opportunités de leur côté aussi. Ce sera plus difficile, mais en tout cas, effectivement, il y a forcément des choses à en tirer, c'est sûr. Mais à la limite, d'un autre côté, on a aussi d'autres forces qui font que on partage probablement plus facilement sur certains autres sujets avec nos équipes parce que c'est en interne, par le biais de nos formations en interne, par le fait que voilà, ils ont un responsable en direct qui est. Enfin, il y a peut-être moins d'intermédiaires, mais effectivement, il y a des choses à en tirer, c'est clair. C'est vrai que, juste, je me permets de rebondir, c'est vrai que là, il y a une situation organisationnelle qui est celle d'Optique 2000 avec cette coopérative où on a des gens qui ont plus cette manœuvrabilité accessible, on va dire, sur le terrain. Mais finalement, l'enjeu du système organisationnel, même quand on est sur quelque chose qui est moins de l'ordre d'un réseau d'indépendants, le sujet en fait de la connaissance en effet terrain parce que pour nous l'ancrage en fait il commence là en fait tout simplement, c'est-à-dire que quand on veut s'ancrer il faut connaître son territoire et autant si c'est de manière presque cellulaire, cette petite analogie là de se dire qu'il y a des cellules qui travaillent un peu tous à leur échelle locale et puis on a un siège qui supervise un peu la chose. Bah, même si on a ces petites cellules-là qui ont moins de marge de manœuvre parce qu'elles sont moins indépendantes, en fait, il y a toujours ce rôle, selon nous aussi, du siège, peut-être du coup parce qu'il y a d'autres leviers, d'autres forces, de se faire en fait le relais de ce travail-là d'ancrage pour du coup être en support, peut-être un support un peu plus là aussi parce que on a des gens qui sont moins disponibles, surtout sur des modèles où on a un ou deux personnes sur site, là où par exemple pour Optique 2000 on a des équipes qui sont un peu plus grandes, mais du coup voilà, c'est intéressant, c'est un autre
un autre environnement de travail de cette question-là, mais il est intéressant parce que du coup, il amène à une autre posture et aussi, ça peut aussi accélérer finalement certaines mises en place d'actions, à l'inverse d'un réseau comme celui d'Optique, où certaines choses vont mettre plus de temps à diffuser du fait du système d'organisation. Une chose sur la question du levier, c'est justement, nous, c'était l'objet de notre travail, c'était de trouver du levier précisément. Parce que justement, nous, on est là pour aller à la rencontre du terrain, faire émerger des solutions nouvelles, et vraiment justement trouver ce levier-là, quoi. Au départ de la prestation, justement, il y avait tout ce questionnement du service RSE sur justement comment innover, comment renouveler les manières de faire et non pas d'avoir une grille top-down comme c'est souvent le cas. On vient plaquer sur une entreprise et voilà, on vient remplir des cases. Et en fin de compte, il y a assez peu de pertinence et de nouveauté dans l'apport. Et c'est logique parce qu'en fait, on vient juste mettre un cap sur une organisation. Et là, justement, on va chercher de la nouveauté, on va se confronter à du nouveau, du frais, du vivant, à la parole des gens, leurs sensations, leurs perceptions. Et là, c'est nous, notre job, notre valeur ajoutée, justement, de transformer tout ça en levier. Et c'est vrai que la richesse, on ne pensait pas non plus que ça allait être si riche, ce qu'on a fait avec Optique au départ, hein, honnêtement. Mais c'est vrai qu'à la fin, on est vraiment... C'était un travail qui était pour nous vraiment structurant. Voilà, quand on est arrivé à cette définition d'enjeux hyper fort et ces du coup, centaines de recommandations qui étaient chacune assez uniques en fait. Et voilà, bon, on était satisfaits. C'était vraiment, je veux dire, notre job justement de créer ces leviers-là, quoi, et de comprendre finement les choses. Et d'ailleurs, juste sur un point que j'aimerais bien rajouter, c'est que quand on est allé voir les opticiens, on avait aussi cette capacité de se dire, en fait, c'est aussi une manière de récolter de l'information sur des clients, sur les gens en fait qui sont finalement les derniers usagers, quoi, finalement les usagers. Et ça a été aussi un des leviers de pouvoir aller chercher cette information-là parce que le cadre de la mission ne nous permettait pas à ce moment-là. Mais voilà, dans les parties prenantes, c'est aussi quelque chose de très important, selon nous, d'aller creuser les usagers, quelles sont leurs perceptions, comment ils fonctionnent. On peut aussi utiliser différents modèles de cartes ou ceux qu'on vous a présentés sur ces questions-là, d'aller à la rencontre finalement des usagers finaux. Et ça peut être aussi un travail... C'est un travail, selon nous, qui doit se faire aussi, peu importe finalement les systèmes d'organisation. En fait, on se rend compte que c'est extrêmement, extrêmement riche que d'aller voir des usagers, pas simplement parce qu'ils ont des idées, c'est pas pour aller chercher ça, mais pour aller chercher ces leviers, en fait, ces fameux leviers-là. Et après, avec une bonne intelligence collective, on arrive à trouver des solutions qui sont très pertinentes, quoi. Bruno, une intervention, un commentaire, partage d'expérience? Bruno est parti? Non, il est là. Non, très intéressant. Alors, surtout, je pense que l'intervention était très intéressante sur l'aspect conceptuel. Et j'ai bien aimé vos interventions sur l'image et je suis totalement d'accord. Il faut quitter les slides et faire au contraire discuter les personnes autour d'images, leurs sensations. Et l'image, en termes d'appropriation, est, je dirais, l'un des meilleurs leviers en termes de communication. C'est pour ça que j'ai apprécié la partie psychologie. C'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de développement sur la partie engagement d'un réseau. Nous, Midas, on est un réseau de 95 franchisés, très indépendants dans leur essence, car un vieux réseau déjà, mais aussi en attente de beaucoup de choses. J'aurais bien aimé entendre Charlie m'évoquer les difficultés rencontrées parce que la présentation était assez idyllique, je dirais, de mon côté, dans ma perception. Mais c'est surtout aujourd'hui notre grande difficulté. Ceux qui sont engagés, je dirais que c'est les cadrer pour pas qu'ils aillent trop loin. C'est surtout pour ceux qui ne sont pas engagés,
qui déterminent qu'on verra ça plus tard, qui ont aussi leur propre avis et peut-être aussi des freins sur la disponibilité des collaborateurs. Dans les indépendants, il y a un élément qu'on entend souvent dans leur engagement, et pour en avoir été un responsable régional, tu sais Bruno, avant tout ça, il faut déjà que je me concentre à finir mon mois et aussi avoir une perspective voilà, un peu plus rentable. Et c'est des éléments comme ça, voilà quoi. Je ne sais pas comment en fait Optique 2000 a emmené ces personnes-là. Ça demande du temps, hein, l'accompagnement du changement demande du temps, mais voilà, c'est un élément comment en fait aujourd'hui j'emmène malheureusement ceux qui n'ont pas pris, qui ne sont pas rentrés obligatoirement dans la démarche. Alors, je vous rassure, Bruno, on a exactement les. Enfin, je pense qu'on a tous les mêmes freins sur Bien sûr. le manque de temps, le manque de ressources. Enfin, c'est vraiment tout ce qui revenait. Peut-être que la chose qu'on a peut-être pris encore plus conscience, c'est aussi ces fameux biais de perception. Enfin, nous, on était vraiment focus. On savait qu'il y avait le manque de temps, le manque de ressources. Et en fait, il y a vraiment le manque de bonne compréhension de qu'est-ce que la RSE au sein de nous, au sein de Optique 2000, mais vous au sein de Midas, qui comprennent un petit peu voilà les règles du jeu, l'ensemble du décor. Donc là, ça a été un premier élément. Ça nous a permis d'ouvrir un chantier surtout sur la formation. Là, en ce moment, on est en train, c'est un vaste chantier, hein, ça vient d'être initié, mais on est en train justement d'essayer d'imaginer différentes briques qui permettent de manière très directe ou indirecte déjà de sensibiliser à tout ce qui se cache derrière ce gros mot RSE, parce qu'on a encore beaucoup sur ce cliché de l'environnement. Il y a ce fameux 30%, 30%, 30%. Nous, on a décidé de complètement de ne pas perdre de temps, entre guillemets, avec les derniers 30%, donc on va dire les plus réfractaires, en se concentrant donc déjà sur, on va dire, les proactifs et qui nous permettent aujourd'hui de franchir le pas et de toucher les deuxièmes 30%, donc plutôt les suiveurs, c'est-à-dire que à force de documenter les réussites, de montrer que d'acculturer sur le fait que bah oui, certes, peut-être que c'est un peu moins, ça se retrouve un peu moins directement sur la facture, mais c'est de la renommée, c'est de la création de nouveaux partenariats, c'est faciliter le recrutement local. Et donc, que petit à petit, on a réussi à documenter, montrer des photos, des témoignages de la réalité en magasin. Ça a permis de lever un certain nombre de freins et d'aller toucher cette deuxième population de 30%. On commence à les embarquer et on doit s'équiper d'outils parce que, et encore une fois, on cherche aussi à rendre visible, à rendre sexy. On parlait voilà, des images, etc. Mais voilà, les simples, comment dire, les simples concepts hors sol qui viennent du ciel, ça ne fonctionne pas. Et donc là, on met beaucoup d'énergie sur cette partie partage en local, écoute avec les opticiens. On essaye de toujours leur dire de nous contacter. Ça marche. Hein. Avant, on avait peut-être un appel par mois. Aujourd'hui, on a un appel par jour au minimum pour avoir des conseils sur la RSE. Donc, ça prend petit à petit. Mais voilà, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Optique 2000 et c'est la patience. Quoi. Mais voilà, il y a des gaps qui sont franchis et voilà, ces travaux ont fait partie. Ils ont permis de franchir un cap et maintenant, on a encore beaucoup de boulot parce qu'il y a encore beaucoup même de réfractaires. Et ça, c'est le plus compliqué parce que ils viennent des fois un peu détruire ce qu'on met en place. C'est la grande difficulté des réseaux. Vous avez dit que c'était Pardon. Vous avez dit que c'était idyllique, mais d'une certaine manière, oui, mais d'un autre côté, c'était vraiment un challenge à différents niveaux. Et je voudrais peut-être juste revenir sur les 2 points que vous avez signalés, le point de l'engagement et le point du frein de la disponibilité. Ce qui était intéressant et qu'on peut aussi vous partager là, c'est du coup d'un point de vue extérieur, c'est que justement sur la mesure de l'engagement, alors précédemment, quand on avait échangé avec Charlie et Florence à ce moment-là, justement, eux, ils avaient un baromètre, en fait, si vous voulez, de l'engagement. Et le travail a finalement pas mal re-questionné la pertinence de ce baromètre, en vérité, et la notion même d'engagement. Parce que, justement, dans le panel, on avait choisi des gens qui étaient censés être engagés d'après le siège, et d'autres moins engagés. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, justement, par ces entretiens de long cours, j'allais dire, c'est que justement ces personnes-là, ils n'étaient pas du tout désengagés en vérité. C'est que simplement il leur manquait de levier en fait
Et donc, ça revient au sujet qu'on a discuté précédemment avec madame, c'est cette question du levier. Voilà. Et en fait, donc justement, on a vu qu'il y en avait certains, parmi ceux qui étaient considérés comme désengagés, qui en vérité étaient très motivés, ils étaient même déjà très contents qu'on ait cet échange, malgré le fait qu'ils étaient considérés comme désengagés. Et je voulais dire autre chose, mais ça m'a échappé. C'est pas grave. Et voilà, et c'est ce décalage entre vie perso et vie pro, et ça, c'est quelque chose qu'on a investigué en fait au fil de la mission. On s'est dit, mais si on leur posait la question, comment vous considérez, est-ce que vous vous considérez comme engagé? Et après, on a posé cette question-là, et après, on s'est dit, alors, dans votre vie pro, et alors dans votre vie perso, comment c'est? Jusqu'à aboutir à un cas extrême qu'on ne va pas citer, et qui était vraiment un cas extrême d'une personne qui était extrêmement peu engagée au niveau pro, en disant non, voilà, justement, les arguments que vous avez utilisés, le temps, la rentabilité, tout ça. Sauf que derrière, en vie perso, c'était quelqu'un d'extrêmement engagé, beaucoup plus que nous tous ici autour de cette table. Je ne vous raconte pas les détails, mais c'était assez impressionnant. Et sur les freins à la disponibilité, c'est vrai que c'est aussi un challenge que nous, on a dû relever au sein même de la mission. C'est-à-dire qu'au départ, et d'ailleurs, on n'a pas dit non plus, mais parce qu'effectivement, on a fait une présentation peut-être un sens idyllique, mais qui a présenté plutôt les résultats finaux. Donc, on n'a pas présenté toutes les étapes, les difficultés qu'on a eues, mais là, maintenant, on peut partager un petit peu là-dessus. Sur la co-construction, par exemple, la co-construction, c'est quelque chose, au début, je ne vais pas dire que c'était tabou, mais Charlie ne sera pas content qu'on dise ça, mais qui n'était pas facile, en tout cas, même d'employer ce mot-là. Et à la fin, c'était partagé en grand et tout le monde était content de cela. Et pareil, le temps, on disait, oui, alors les entretiens avec les opticiens, ils n'ont pas le temps. Et c'est ce qu'on nous disait, mais c'est le défi qu'on a relevé. Et ils se sont retrouvés très intéressés et on a échangé parfois pendant 4 heures avec des gens qui étaient censés pas avoir le temps. Merci beaucoup, Quentin. On arrive à la fin de notre atelier. Je tiens à remercier Quentin et Nicolas pour leur intervention. Est-ce qu'on coupe tout de suite ou est-ce qu'on se prend quelques questions en plus si jamais il y en a? Il est 11h. Je sais qu'il est 11h. Mais donc, on va devoir arrêter. Du coup, voilà. Merci à tous. Merci à Charlie pour son intervention pour Optique 2000. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, le sujet de la semaine prochaine, c'est définir sa stratégie bas carbone, donc avec le cabinet Expert, qui nous présentera ce qu'est une stratégie bas carbone, ses limites, ses pièges, comment faire figurer dans sa stratégie et comment la décliner en interne. Je vous dis à très vite, passez une belle semaine et à la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.